déchirement, le congrès du Parti socialiste se solde par un constat d'échec. Les conservateurs arriveraient largement en tête aux élections en RDA, la réunification allemande est en marche. Agen battu à Nîmes, les plus beaux essais du championnat de France de rugby dans cette édition. Bonsoir. Avant toute chose, ce dimanche 18 mars restera marqué par des records de température un peu partout en France. Température estivale alors qu'officiellement l'hiver n'est pas encore tout à fait terminé. Exemple au hasard, la journée exceptionnelle passée par plusieurs milliers de personnes aujourd'hui entre Dunkerque et la frontière belge de Lille. Jean-Claude Assolan. Incroyable, on n'avait encore jamais vu ça dans le nord de la France. Après les violentes tempêtes des semaines passées, la nature est de nouveau en folie. Les premières chaleurs ont jeté sur les routes des milliers d'automobilistes, comme ici à Brédune, près de Dunkerque. Les plus courageux n'hésitent pas à se baigner, les autres profitent au maximum des rayons du soleil. La plage est aussi fréquentée qu'en plein été, les terrasses des cafés sont pleines, certains restaurants affichent complet, quelques-uns ont ouvert en catastrophe avec du personnel réuni à la hâte. Pas de problème pour pique-niquer, il n'y a que l'embarras du choix, un spectacle étonnant pour un 18 mars. On n'a jamais vu ça, c'est la troisième année que je suis ici. Bon, ben, on se croirait en juillet-août, si vous voulez. Hein. C'est formidable de voir ça. Hein. Dommage qu'on n'a pas le temps du midi toute l'année ici, parce qu'on a des superbes plages ici à Brédune. Hein. Le soleil. Voilà pour les plages du nord de la France, mais le beau temps ne va pas durer toute la semaine. À 19h57, la météo complète de Michel Touré. Le coup de filet du SRPJ de Marseille, 4 jours seulement après l'attaque sanglante contre le fourgon blindé de la Sécuripost, les policiers ont interpellé une dizaine de personnes depuis 24 heures, des suspects à gros calibre. Yannick Arouzi. Une course-poursuite dans le centre de Cannes que les policiers du SRPJ de Marseille ont arrêté hier Gilles Giudicelli, fortement suspecté d'être l'un des principaux organisateurs de l'attaque du fourgon de la Sécuripost qui, il y a 4 jours, avait fait 2 morts et un blessé grave. Gilles Giudicelli, 64 ans, fiché au grand banditisme, avait déjà été inquiété dans une autre affaire de fourgon blindé en 1984. C'est à partir d'un fusil à pompe retrouvé sous le fourgon que les policiers ont pu orienter l'enquête vers le milieu de la Côte d'Azur. Les enquêteurs ont appris que cette arme avait été acheté en Italie et que son propriétaire résidait dans la région niçoise. C'est en surveillant la villa de ce dernier que les policiers ont pu interpeller Serge Giudicelli au moment où il tentait de se débarrasser du matériel ayant servi à l'attaque du fourgon. Après le coup de filet d'hier, les enquêteurs espèrent pouvoir élucider d'autres affaires similaires, notamment l'attaque sanglante d'un fourgon de la Protecval à Marseille en mai 85, dans laquelle 3 convoyeurs avaient trouvé la mort. Avec Giudicelli et le menuisier, les 2 principaux suspects viennent d'être présentés au parquet de Marseille. Tous les autres ont été remis en liberté. Politique maintenant. J'ai mal au PS. Le cri du cœur d'un militant cet après-midi à Rennes. Sans synthèse, divisé, déchiré, le Parti socialiste a achevé son congrès sur un constat d'échec. Pendant 4 jours, le grand rassemblement s'est résumé à une bataille de clans autour de 2 hommes. Les raisons d'un échec à Rennes, Daniel Sportiello. C'est sous les huées des délégués du Congrès qui crient démocratie que Louis Mermaz annonce à la tribune l'échec de la synthèse. Pour la première fois de son histoire, le Parti socialiste achève son congrès sans avoir réussi à se trouver une direction. Une situation de blocage révélatrice de la coupure entre Laurent Fabius et Lionel Jospin, qui se livrent une guerre sans merci depuis le début du congrès. Aujourd'hui, c'est l'impasse. À qui la faute ? Lance avec virulence le très jospiniste numéro 2 du PS, Henri Emmanuelli, désignant sans équivoque Laurent Fabius. Laurent Fabius qui contre-attaque en réaffirmant sa fidélité au mitterrandisme. Je veux dire enfin, me tournant vers le futur, que le mitterrandisme, je continue d'y croire et qu'il n'appartient à personne d'y mettre fin. Dans ce climat houleux, Pierre Mauroy fait tout pour arrondir les angles et lance un appel au rassemblement. Oui, ce qui nous a manqué sans doute, c'est la volonté du rassemblement. C'est la volonté du rassemblement. En ce qui me concerne, je continuerai à rechercher cette synthèse générale.
Une synthèse que Pierre Mauroy espère renégocier mardi avec les responsables du parti. La réunion de la dernière chance, car le lendemain, le comité directeur doit désigner le premier secrétaire. Les négociations marathon ne s'achèvent pas à Rennes. Michel Lemaire en direct à Rennes, congrès historique à plus d'un sens, mais certainement pas historique dans le sens souhaité par les militants. Oui, tout à fait. Donc, vous savez que dans la galerie des références du PS, il y a Épinay, la Fondation, et puis il y a Metz, la rupture entre Rocard et Mitterrand. Il y aura désormais Rennes, car même à Metz, quand François Mitterrand était contesté, il restait la référence, et surtout, il y avait un bloc mitterrandiste très solide. Aujourd'hui, cette unité mitterrandiste a volé en éclats. François Mitterrand n'est plus vraiment en mesure, publiquement en tout cas, d'apparaître l'arbitre de ces courants. C'est le premier congrès de l'après-Mitterrand. Alors, ça crée forcément un parti socialiste en ébullition, car l'ancien parti n'est pas encore mort, le nouveau n'est pas encore tout à fait né, et son leader naturel, surtout, ne s'est pas véritablement dégagé. Michel Rocard est resté sagement en dehors de la mêlée, et Jospin et Fabius se sont entre-déchirés pour cette bataille du contrôle du parti. Ce n'est sans doute pas fini, il n'y aura pas de trêve. Alors Michel, sachez que le ton ce soir n'est vraiment pas à l'apaisement. Jean-Pierre Chevènement, invité du club de la presse d'Europe 1, vient d'estimer que le congrès n'avait en fait jamais commencé. Et le ministre de la Défense a regretté que Laurent Fabius, je cite, n'ait pas de conviction politique. Écoutez Jean-Pierre Chevènement. Jean-Pierre Chevènement, au club de la presse d'Europe 1. Ressortira des discussions qui auront lieu au comité directeur de mercredi. Je ne pense pas que Laurent Fabius ait gagné, parce qu'il ne pouvait gagner que par un effort de conviction, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il a beaucoup de talent, Laurent. Il a beaucoup de talent. Mais il y a un seuil qu'il n'aurait pas dû franchir et qu'il a franchi pendant la campagne, si je puis dire. Et puis, je dirais que pendant les débats, on n'a pas vraiment entendu de politique. Les arguments de fond ont été assez pauvres. Et il me semble, si vous voulez, qu'on ne peut pas supporter, enfin moi personnellement, je ne peux pas supporter un parti de supporters. Restent les militants qui ont vécu ce congrès comme un mauvais film de série B, amers, déçus, frustrés. Ils ont l'impression d'avoir été les grands oubliés de ces 4 jours passés dans l'Ouest. Reportage de Philippe de Sefcy. Il était une fois dans l'Ouest, à Rennes, un congrès du Parti Socialiste pas comme les autres. Un congrès où les militants sont repartis sans que leurs dirigeants aient défini une ligne politique, sans qu'ils aient pu se mettre d'accord sur celui qui en prendra la tête. À qui la faute? Chacun se la rejette. Et dans la salle, c'est l'amertume. Et plus que jamais, le parti et ses militants sont divisés. Soi-disant, il fallait débattre. Alors, on n'a pas parlé politique, absolument pas. On a parlé que d'enjeux de pouvoir. Eh bien, c'est décevant, ça, évidemment. On peut savoir ce que vous pensez de ce congrès? La même chose que vous. Il manquait plus que les pom-pom girls par moment pour que tout le spectacle y soit. Je suis quand même déçu, c'est mon premier congrès. Donc c'est sûr que là j'en ai pris plein la poire. Et je m'étais battu sur des idées et puis bon, j'arrive ici, je comprends plus. Nous sommes tant aimés. Et pour la première fois dans l'histoire du PS, le congrès se dispersa sans finale ni chanson. L'ambiance est beaucoup plus calme à Sarcelles, en banlieue parisienne, où se déroule le 2e tour de l'élection municipale. Sur place, Dominique Baillot, la triangulaire RPR, Front National, Parti Socialiste, a-t-elle mobilisé l'électorat avec le beau temps aujourd'hui? Eh bien, il y a mobilisation de l'électorat, certes, puisqu'on constate un taux de vote de 5 points supérieur par rapport au premier tour. C'est en tout cas les chiffres 18 heures, mais je pense qu'on aura à peu près le même phénomène à 20 heures. Et on devrait arriver à 56% de votants. C'est quand même insuffisant pour arriver au
au taux de votants de l'an dernier. Or, cette participation est une des clés du scrutin final, puisque face au maire sortant, le RPR Raymond Lamontagne, la liste d'Union de la gauche conduite par Dominique Strauss-Kahn n'a pas fait le plein des voix de gauche potentielles au premier tour. Et il compte donc beaucoup sur une mobilisation de l'électorat pour rattraper son retard. La deuxième clé de ce scrutin, eh bien, ce sera le score du Front National, puisque vous rappeliez que c'était une triangulaire. Le Front National qui a fait 14 points. Alors va-t-il y avoir vote utile ou bien le Front National va-t-il baisser pour ce deuxième tour? Je pense qu'on aura les réponses à toutes ces questions vers 22 h et donc pour Soir 3. Merci Dominique Baillot en direct à Sarcelles. Les élections générales en Allemagne de l'Est, selon les premières estimations, les conservateurs favorables à une réunification rapide de l'Allemagne arriveraient largement en tête ce soir, notamment la CDU, le parti soutenu par Helmut Kohl bien sûr à l'Ouest, qui obtiendrait 38% des suffrages. Le parti social-démocrate serait aux environs de 20% et l'ancien parti communiste, le PDS, obtiendrait un peu plus de 15%. La participation a été massive aujourd'hui en RDA, où la population a voté dans une atmosphère de fête et avec une certaine émotion. Laurence Piquet. Premier vote libre, premier vote touristique. Toute la journée, des milliers de personnes ont déferlé sur Berlin-Est. Moment de détente sous le soleil, promenade des soldats soviétiques au cœur de la ville. Sur la place Alexandre, on se prépare joyeusement à la fête de ce soir. De nombreux Berlinois de l'Ouest participent à l'événement. J'ai invité aujourd'hui des amis. Nous serons une vingtaine à fêter ce soir à l'Ouest l'événement et à regarder la soirée des élections. À Berlin-Est, plus de 1000 bureaux de vote étaient ouverts dès 7 h. Vérification des papiers, du nom sur le registre. Voici le bulletin de vote, une feuille où figurent 24 listes. La nouveauté, l'électeur doit faire une croix, obligatoirement dans l'isoloir. Jusqu'ici, les Allemands de l'Est votaient pour une liste unique. La démocratie doit maintenant s'imposer et les citoyens doivent avoir le dernier mot. Voilà, il est 18 h, les bureaux sont fermés, les jeux sont faits. On va commencer à comptabiliser les voix. À qui vont profiter ces premières élections libres de la RDA? Réponse à minuit avec les résultats officiels provisoires. Il va falloir attendre vendredi pour avoir les résultats définitifs. Oui, mais de nouvelles estimations à 22 h 10 dans Soir 3. Nous serons en direct avec nos envoyés spéciaux à Berlin. Toute la campagne électorale a été axée sur le thème de la réunification allemande. L'Allemagne unie retrouvera probablement Berlin pour capitale, une ville coupée en deux pendant 40 ans et marquée aujourd'hui par l'opulence de ses quartiers à l'ouest et le délabrement de ses quartiers à l'est. Reportage à Berlin-Est de Claude Guénaud et Henri Ederschild. Peter Meltzer est peintre. C'est le vernissage de sa première exposition. Elle a lieu à Prenzlauer Berg, le vieux quartier ouvrier de Berlin qui a séduit les artistes. Da brauche ich diese ganze Aggressivität der Stadt, die Hektik auch, ja. Und die Farben auch? Die Farben ganz gewiss, ja. Sous la pluie, les façades apparaissent plus grises encore. Depuis la fin de la guerre, Berlin-Est n'arrête pas de rebâtir, de rénover. Die Husemannstraße und der ganze Karree, was hier zugehört, das dauert jetzt 10 Jahre und ist noch nicht fertig. Pourtant, pour reconstruire sa capitale, la RDA a concentré tous ses efforts. Elle a fait venir des ouvriers des 4 coins du pays. Les grands ensembles ont été privilégiés, les vieux quartiers délaissés et les chantiers traînent. Materialprobleme, hauptsächlich. Zum Beispiel? Ja, zum Beispiel, wie soll ich sagen, mit Mörtelzufuhr. Klappt das nicht, Holz, große Mangelware. Alte Mischer, hier von 1930, die alten Krücken. Wenn mal was kaputt geht, dann stehen sie auf dem Platz. Es gibt nicht, total am Boden. So sieht die Sache aus. Darum dauert das alles so lange. Rue Hausemann, le chantier a duré 7 ans. C'est maintenant la plus belle rue de Berlin, mais sur une portion de 300 mètres seulement. Malgré sa grisaille, le quartier a ses défenseurs. C'est le point de ralliement des contestataires et depuis peu des touristes. Familien mit ihren Kindern kommen und ihnen zeigen, so haben wir vor 30, 40 Jahren gelebt. Ja? Also so, sie finden das idyllisch, romantisch. Ja, ich finde das schönste Viertel von Berlin. Es ist eine wunderbare Mischung von Leuten. Es sind sicherlich Arbeiter da und also so diese eingeborene Bevölkerung. Es sind viele Künstlerkollegen da. Ich finde es sehr angenehm, wenn man auf die Straße geht. À 2 pas de là, le mur n'est plus qu'un no man's land.
Les artistes ont lutté pour le faire tomber. Ils redoutent maintenant de ne plus être protégés. Les vieilles pierres de Berlin font aussi des envieux à l'ouest. Les autres faits marquants de l'actualité internationale, en bref, les télégrammes de l'étranger, commentaire Camille Marchand. Élections dans les 5 républiques du RSS. En Lettonie et en Estonie, les soviétiques ont voté aujourd'hui sans passion afin de renouveler leur soviet suprême. En Ukraine, Biélorussie et Russie, c'était le second tour des élections locales et régionales. Avant la clôture du vote, cet après-midi, le mouvement nationaliste ukrainien RUK a accusé le parti communiste d'irrégularité. En perspective d'un nouveau gouvernement de coalition, le Likoud se range finalement derrière son chef et propose la candidature d'Yitzhak Shamir. Ce dernier avait été gravement mis en cause par ses propres partisans après la chute du gouvernement. 15 morts et 6 blessés dans l'incendie d'un supermarché japonais. Après avoir mobilisé 57 camions incendies, les pompiers ont maîtrisé le feu 3 heures plus tard. L'origine de ce sinistre reste inconnue. C'est l'incendie le plus meurtrier survenu dans un magasin japonais depuis 17 ans. Troubles persistants et manifestations en Grande-Bretagne. Des protestataires au projet de réforme de la fiscalité locale se sont heurtés aux bobbies. Margaret Thatcher a déclaré continuer à se battre pour ses idées. Selon les sondages, un quart des électeurs du Parti conservateur de Mme Thatcher souhaitent que la Dame de Fer démissionne avant la fin de la législature. Social en France, la Confédération des syndicats médicaux dit non à la nouvelle convention médicale. La CSMF, organisation majoritaire chez les médecins, a voté contre à 80% cet après-midi. La convention devrait être appliquée quand même après l'accord du ministre de la Santé, puisque vous le savez, cette convention avait été signée par la FMF, le syndicat majoritaire, et les caisses d'assurance maladie. En revanche, sur le terrain, la concertation risque d'être difficile sur l'évolution des dépenses de santé. Dans certains départements, les caisses n'auront plus en effet d'interlocuteurs. Les sports, et tout d'abord le rugby. Vous avez peut-être suivi cet après-midi en direct sur la 3 la rencontre Biarritz-Racing, mais la surprise du jour arrive de Nîmes où Agen s'est incliné. Les plus beaux essais, Alain Leblanc. Biarritz qui reçoit le Racing à Aguilera a besoin de points. C'est pourtant les joueurs ciel et blanc conquérants en touche qui font mouche les premiers grâce à cet essai en force de l'international Ménel à la 20e minute. Le festival des Parisiens continue sur cette attaque où Blanc puis Abou envoie Grosse-Perrin derrière la ligne. Mauvaise affaire pour les joueurs du BO, privés de Serge Blanco blessé et qui encaissent au bout du compte 6 essais, dont le dernier par Guillard à la dernière minute de jeu. 36-6, c'est lourd, mais comme dans cette poule 2, Bayonne a également perdu à Voiron, la place qualificative sera très chaude entre les Basques qui totalisent le même nombre de points. À Nîmes, c'est pourtant Agen qui ouvre le score par son demi d'ouverture Montlore, superbe drop des 48 mètres. Puis sur cette mêlée enfoncée où même l'ailier vient prêter main forte au gros, l'arbitre accorde l'essai collectif. Mais les Nîmois, grâce à 18 points de coup de pied, réussissent finalement un très bon coup en s'imposant 18-13. Désormais dans cette poule 3, Toulon, large vainqueur de Hagetmo 33-0, conserve la tête et Nîmes garde un petit avantage sur Lourdes pour décrocher la 4e place. Toulouse, fidèle à son habitude, a souffert pendant une mi-temps. Le premier essai pour le puissant Rouget Thomas à la 35e minute. Mais en seconde période, les Perpignanais explosent complètement. Du rugby champagne avec 5 essais qui pétillent à la clé. Tout d'abord, Casalbou derrière sa mêlée décide qu'il est assez grand pour y aller tout seul. Ensuite, dans cette poule 4 qu'il domine largement, les champions de France, après un large travail d'usure de ses avants, décident d'écarter pour le plus grand bonheur du centre, Denis Charvet. Charvet double la mise 8 minutes plus tard, score final 32-3. Narbonne, dauphin de cette poule, a peut-être condamné Brive en s'imposant d'un petit point 7-6. A noter enfin en poule 1 la très belle performance de La Rochelle, vainqueur de Grenoble 20-15, mais qui reste encore à 3 points du qualifiable Auch. Et tout n'est peut-être pas perdu pour La Rochelle. Athlétisme, Boubka à 6,05 m. Ski, Patricia Chauvet, 2e en Suède. Voile, arrivée du 3e dans la Vendée Globe Challenge. Le sport en bref, Rémi Goudicelli. 16h35 cet après-midi au Sable d'Olonne, il fallait jouer 36-15 mètres pour trouver le 3e arrivant du Vendée Globe Challenge. À la barre de son 2 Jean-Luc Vandened rejoint donc Titour Lamazou et Loïc Perron sur le podium du Tour du Monde à la voile en solitaire, le plus rapide jamais couru. Vandened barrait l'un des voiliers les moins sophistiqués de cette épreuve. Il ne concède pourtant que 64 heures à Lamazou, encore un exploit des géants de la mer. Carole Merle n'est plus seule. Cet après-midi à Åre en Suède, Patricia Chauvet monte à nouveau sur le podium d'un slalom.
Patricia termine deuxième de l'épreuve, mais elle devient surtout l'une des meilleures skieuses de la spécialité. C'est l'inévitable Vreni Schneider qui remporte cette course et du même coup la première place de la Coupe du Monde de slalom. La Suissesse a tout de même eu chaud. L'Autrichienne Claudia Strobel, largement en tête après la première manche, a chuté dans la seconde, laissant la porte de la victoire grande ouverte à Schneider. Petit flashback enfin sur l'homme le plus haut du monde, en athlétisme bien sûr. C'était hier au Masters de la Perche à Donetsk, en Ukraine. Sergueï Boubka franchit 6,05 m comme à l'entraînement. Nouveau record du monde en salle et à titre de comparaison, 11 cm de mieux que Philippe Collet, vainqueur dimanche dernier du Masters de Grenoble. Belle image de Sergueï Boubka. Mettez maintenant votre tenue de soirée, nous vous emmenons au Châtelet, où l'on joue le malade imaginaire dans sa version originale. Louis XIV avait apprécié le divertissement proposé par Molière, bien sûr. Aurait-il aimé les tableaux musicaux de Marc-Antoine Charpentier? Reportage tout de suite de Dominique Poncet. Un malade imaginaire de plus? Non, un malade imaginaire comme personne n'en avait plus vu ni entendu depuis 317 ans. Et tout ça parce qu'un musicologue plus curieux ou chanceux que les autres a récemment retrouvé la partition originale de la musique de Marc-Antoine Charpentier. Voici donc cette comédie mêlée de musique et de danse, telle qu'elle avait été représentée dans toute sa splendeur devant le roi Soleil. Nous oublions peut-être que nos ancêtres aimaient le chanteur qui dansait, ou le comédien qui chantait, ou le danseur qui pouvait jouer et chanter. Et danser. C'est depuis très peu que nous essayons de cloisonner les disciplines. Molière jouait, il chantait. Dans une œuvre mixte, dans cette comédie mêlée, comme dit Charpentier et Molière, mêlée de la danse et de la musique, c'est nécessaire même que celle qui joue Angélique puisse chanter. C'est formidable que la comédie, là, soit replacée au milieu des chants, des chœurs, de la musique de Charpentier, telle que Molière l'avait conçue et telle qu'elle a été créée. Ça remet le théâtre à sa place. Attendez, je suis morte. Voilà, qu'est-ce que ça? Louison! Je pense qu'il y a deux sortes de spectateurs. Il y a les spectateurs de théâtre et il y a les amateurs d'opéra. Et les uns ne sont pas les autres. J'espère que le spectacle réunira les deux. 4 heures de spectacle total dispensé par 90 artistes somptueusement costumés, voilà bien restituer les fastes du règne du roi Soleil. À regarder ce malade sans précédent, on se dit que les reconstitutions archéologiques ont quelquefois du bon, pour ne pas dire du meilleur. Dernières images d'une journée très ensoleillée, le survol de Paris en parapente ce matin aux premières heures de la journée du Sacré-Cœur vers les toits de la capitale. Ce survol était pourtant interdit, mais je présume que l'auteur de ce vol a considéré cet interdit comme un piment supplémentaire. Dans un instant, la météo complète de Michel Touré. Je vous retrouve à 22h10 pour Soir 3. Très bon début de soirée à tous.